Monsieur Vorozilo, vous êtes le président de la faction des jeunes de l'ADR, l'Adrénaline. Exactement. L'ADR est un parti généralement classé à droite, c'est le parti le plus à droite de la Chambre des députés. Il compte, depuis les élections d'octobre 2023, 5 députés, c'est le plus haut montant qu'a connu l'ADR. On a vu une fois 7. 7, ok. En tout cas, par rapport à 2019, il y a une hausse, exactement. on constate une hausse, mais aucun député européen, et c'est ce dont on va discuter, les élections européennes. Au Parlement européen, l'ADR ou les partenaires européens de l'ADR, ce sont les partis qui sont liés à l'ECR, donc c'est European Conservative Reformist, avec d'autres partis européens comme par exemple Vox, Fratelli d'Italia ou anciennement les conservateurs britanniques. Exactement. Donc voilà, on va pas tarder, on va directement commencer. 2 parties. Et la première partie, c'est les questions courtes. Et on va demander de répondre assez brièvement, vu que c'est des questions. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez. Mais en général, entre 15 et 20 secondes, si c'est possible. Y a-t-il un joker ? Vous pouvez mettre un joker si vous voulez, mais on préfère la franchise. Les électeurs préfèrent la franchise. Ok. Première question. Est-ce que l'Union européenne est une chance pour le Luxembourg ? Oui. Est-ce qu'on a besoin plus d'Union européenne ou moins d'Union européenne ? On doit réformer l'Union européenne. Europe des nations ou fédéralisme ? Europe des nations. Est-ce que vous êtes favorable ou est-ce que l'ADR est favorable aux accords de libre-échange ? Oui, bien sûr. Est-ce que Viktor Orban est un exemple ? Je crois sur la politique familiale, oui, mais dans les autres questions, je ne peux pas vraiment juger la politique d'autres pays. Ok. Est-ce que le Luxembourg donne trop d'argent à l'Union européenne ? Alors, je vais dire bien sûr. Ok. Une Europe plus économique ou plus politique ? Qu'est-ce qui est plus important ? L'économie, une Europe qui est conçue sur des aspects économiques, le libéralisme, etc., ou politique ? Économique. En tant que parti souverainiste, on veut que tous les pays soient en fait aussi souverains dans leurs fonctions. Ok. Pour ou contre la rentrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ? On doit voir, ça peut se développer. On ne sait pas comment l'Ukraine va en fait, comment ça va encore développer. Donc, dans 2-3 années, la situation pourrait changer. Mais en fait, on supporte l'Ukraine. On veut supporter aussi l'Ukraine d'un aspect humanitaire et économique. Mais pour la rentrée, il y a aussi des différents traités qui doivent être respectés. Est-ce que vous êtes favorable à l'adhésion des pays de l'Est, par exemple le Monténégro, la Serbie, ils sont tous différents, mais est-ce qu'en principe, un élargissement, ça vous paraît intéressant pour l'Union européenne ? Je crois que premièrement, on doit voir les élections européennes de ce juin et après on peut faire des analyses. Okay. Est-ce que la Russie est une menace ? Oui, bien sûr. Faut-il une armée européenne ? Non. Seriez-vous inquiet pour l'Europe si Donald Trump revient au pouvoir, notamment sur ses déclarations concernant la guerre en Ukraine, ou par exemple, il y a des think tanks alliés ou qui sont liés à la probable campagne de Donald Trump avec son programme électoral et qui parlent potentiellement d'abandonner l'OTAN. Donc est-ce que ça vous inquiète, ce retour potentiel au pouvoir de Donald Trump vis-à-vis de la politique européenne ? En fait, lorsqu'on regarde sur la présidence de Donald Trump, il a en fait essayé de ne pas commencer des guerres. Donc sa politique étrangère est une politique en fait très diplomatique pour moi. Mais bien sûr, il y a des questions qu'on doit encore analyser. Mais je crois que c'est aux Américains de faire le choix. Est-ce que l'UE exagère sur la menace, l'Union européenne exagère sur la menace que représente le réchauffement climatique ? Maintenant, oui. Est-ce qu'il faut soutenir actuellement l'Ukraine ? Bien sûr. Est-ce qu'un pays musulman pourrait rentrer dans l'Union européenne ? Donc, vous parlez de la Turquie ? Par exemple, ou l'Albanie, par exemple ? On était toujours contre, pour que les Turcs puissent en fait entrer dans l'Union européenne. Ça a aussi une très grande histoire. Mais maintenant, c'est aussi une question où je prends le joker. Ok. Est-ce que vous êtes favorable à une harmonisation fiscale partout en Europe ? Oui et non. On a voté, je crois, une loi, c'était encore en décembre, je crois le 20 décembre, comme ça, où nous avons cette harmonisation pour
des grandes entreprises qui font, je crois, plus de 700 000 millions d'euros en fait, qu'ils gagnent par an. Donc là, on a voté pour, car on veut aussi avoir en fait cette paix fiscale en Europe, mais on ne peut pas oublier en fait ses propres gens. Ok. Est-ce que vous êtes favorable aux endettements communs, donc que la France, le Luxembourg, l'Allemagne s'endettent en commun? C'est pas la France ou le Luxembourg qui va aller chercher de l'argent vers les marchés financiers, mais tout le monde ensemble? Non. Ok. Lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que c'est fondamental? Pardon, là? Le réchauffement climatique, est-ce que vous considérez que c'est fondamental? C'est une des thématiques les plus importantes. Ah, bien sûr, c'est une thématique très importante. Que pensez-vous quel est le problème ou la principale menace en Europe, selon vous? Quelle est la principale chose qui menace les citoyens européens actuellement? Je crois que c'est la politisation en fait, de l'Union européenne, car en fait, on devrait seulement... Je veux que l'Union européenne se concentre seulement sur voilà, ses forces en fait, fondamentaux qui est en fait liées à l'économie. Ok. Seriez-vous favorable à une interdiction généralisée du voile dans tous les pays de l'Union européenne? Oui. Est-ce que le Brexit est une bonne chose? Ou fut une bonne chose? Ça dépend en fait aussi. Donc nous respectons les référendums, nous sommes pour les référendums, et donc les gens de la Bretagne, ils ont fait un choix, et maintenant, bien sûr qu'avec la Britannique, c'était en fait une Union européenne qui a aussi apporté beaucoup à nous, car il était en fait aussi membre fondateur des conservateurs et réformistes européens. Et bon, on doit respecter leur choix. Ok. Est-ce que l'euro est une bonne monnaie pour le Luxembourg? Joker. Est-ce que l'UE est responsable, selon vous, d'une propagande LGBTQ? Je ne sais pas s'il manque encore une lettre, mais voilà. Je crois que c'est toujours... en fait, c'est plus la Commission européenne qui est responsable de cette propagande. Ok. Plus Le Pen ou Zemmour? C'est pas à moi de juger la politique en France. Salvini ou Meloni? Mélanie. Meloni, ok. Concernant l'AfD, il y a eu des révélations il y a je dirais qu'il y a plusieurs semaines, 3-4 semaines, concernant le fait qu'ils envisageraient, il y a eu des réunions entre militants très très à droite, apparemment des néo-nazis, concrètement des néo-nazis dans des hôtels à Berlin. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces révélations vis-à-vis de l'AfD? L'AfD a fait partie, fut un temps, de l'ECR. Est-ce que vous pensez qu'ils prennent la bonne direction? Bon, pour l'instant, on ne cherche pas de contact avec l'AfD. Nous n'avons jamais vraiment cherché du contact avec l'AfD. Et je crois que c'est, encore une fois, pour les électeurs en Allemagne de décider comment ils traitent en fait cet événement. Mais est-ce que ça vous inquiète particulièrement les révélations qu'on a entendues concernant ce dont on parlait, ce serait de la remigration de personnes qui ont la nationalité allemande? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement ou voilà? C'est une chose qui en fait, il n'y a pas ça dans notre programme électoral. Donc mon point de vue est que même une personne qui vient, par exemple, d'Afrique et qui vient au Luxembourg et qui s'intègre en respectant la culture, les langues, les traditions, cette personne peut devenir luxembourgeois, bien sûr. Donc moi, je crois que le problème n'est pas des individus qui viennent au Luxembourg ou en Europe, mais c'est plutôt, en fait, lorsqu'on a des grands groupes, des gens, honnêtement, des peuples qui veulent s'intégrer, donc qui ne veulent pas s'intégrer. Donc là, on a les problèmes, car c'est très, très difficile d'intégrer un peuple. On va y venir sur la question, mais est-ce que vous considérez donc que l'AfD est trop radicale par rapport à vos positions? Ils sont dans un autre groupe européen, et moi je crois que même dans le groupe d'AfD, il y a des différentes directions politiques. Donc ça dépend toujours de leur Bundesland. Okay. La Pologne et la Hongrie font souvent la polémique dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez concernant ces polémiques? Donc vis-à-vis de la Pologne, c'est la réforme de la Constitution qui n'est pas acceptée ou que le juge européen a considéré contraire au droit européen.
Et concernant la Hongrie, c'est souvent des politiques qui sont dites contre les minorités, ou même en Pologne vis-à-vis de l'avortement. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ce genre de questions en tant qu'Européen ? Oui, en tant qu'Européen, mais premièrement en tant que Luxembourgeois. Donc moi je crois que l'Hongrie, ils ont fait leur choix. Ils ont élu Orbán et c'est un parti qui, lorsqu'on est en Hongrie, on voit que Orbán a beaucoup du support. Ça c'est la vérité. En Pologne, lorsqu'on avait cette loi avec l'avortement, ça c'était en fait aussi pour moi un peu trop. Lorsque je suis honnête, je comprends que la vie, en fait, le droit à la vie, c'est le droit le plus sain pour moi. Mais là, je crois que ce n'est pas une politique qu'on voudrait implémenter au Luxembourg. Ok. On va vous montrer une vidéo d'un extrait avec Stéphanie Ampin qui avait réagi sur l'ADR il y a un peu plus de 3 mois concernant, on lui avait posé la question de l'ADR, elle avait dit ça, donc vous aurez l'occasion de lui répondre. Parce que ADR a des tendances fascistes au sein de leur parti. Ils viennent d'exclure des gens qui ont eu des propos anti-juifs. C'est à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, c'est à chaque fois au niveau de l'ADR. Donc ils sont vraiment un parti qui rassemble des idées qui ne correspondent pas à nos idées et à celles du Luxembourg. Okay. Donc voilà, que dites-vous à l'ancienne députée Stéphanie Ampin ? Madame Ampin, elle sait comment faire les différentes pirouettes autour de la question principale. Nous sommes le parti qui, en fait, le parti qui supporte Israël le plus. Donc lorsqu'on regarde l'histoire de l'ADR, nous avons toujours été en fait pro-Israël dans beaucoup des domaines, pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines. Donc pour moi, ça c'est en fait un mensonge que Madame Ampin a raconté. Et on doit aussi savoir que le parti Likoud, il est aussi donc d'Israël, il est aussi membre observateur de l'ECR. Donc là, on a aussi beaucoup de contacts et on essaie de communiquer et de voir les différentes choses. Donc moi, je crois de nous appeler en fait anti-juif, ça c'est un mensonge de la première classe. Et souvent, certaines personnalités disent que vous êtes d'extrême droite. Vous leur répondez quoi ? Ce n'est pas vrai. Nous sommes un parti qui est très pro, en fait, démocratie directe. Nous voulons faire des référendums aussi locaux. Nous voulons que tout le monde puisse, en fait, s'engager en politique. Nous voulons une bonne intégration et tout le monde qui a des qualités qui emportent quelque chose à l'économie luxembourgeoise peut venir ici et essayer ses chances. Okay. Il y a eu des révélations de RTL avant les élections ou juste pendant les élections nationales d'un certain Alain Vossen qui avait fait des posts sur Facebook avec un t-shirt SS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concernant cet individu ? Est-ce qu'il est encore à l'ADR ? Voilà. Quels sont ses liens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, moi, je ne suis pas Alain Vossen, donc c'est très difficile pour moi de en fait, répondre pourquoi il a eu ce t-shirt. Mais on doit dire, on a fait une petite investigation et on a vu que en fait, les t-shirts qu'il avait mis, c'était en fait des t-shirts d'une marque pour des moteurs, donc Bicycle Gang, c'est tout ça. Donc ils font parfois des t-shirts très provocatifs que moi, personnellement, je ne partage pas en fait ce genre de choses. Mais M. Vossen, il a même, c'était sa décision de quitter le parti le plus vite possible. Mais je l'ai vu, je crois, 2-3 fois et c'était toujours un type très correct qui n'a jamais en fait dit des choses qui ne sont pas partagées par notre parti. Donc, mais bien sûr, il n'y a pas de la place pour une nostalgie radicale au sein de notre parti. Ok, c'est clair. On va passer à une deuxième partie, comme convenu. C'est ce dont on appelle les 6 grondements. D'accord. Donc, c'est les 6 problématiques qu'on considère les plus importantes que vous, les électeurs, vous allez devoir vous exprimer quand vous allez voter. Et on va sans tarder commencer par, on va dire, la problématique qui est, selon l'ADR, la plus importante, c'est la démographie. C'était un des axes centraux, un des axes centrales des élections nationales déjà de 2023. Car on voit et on constate au niveau européen 3 phénomènes
petit 1, c'est le vieillissement de la population. Donc les populations deviennent de plus en plus vieilles, ce qui crée certaines tensions vis-à-vis du nombre d'actifs pour les financements des retraites et aussi pour la production, pour la croissance. Deuxième sujet, c'est la hausse de la démographie africaine. L'Afrique va passer de 1,2 milliard à 2,5 milliards en 2050. Et ça, ce sont les chiffres, ce sont les prévisions de l'ONU. Donc elles valent ce qu'elles valent, mais on sait qu'il va y avoir une hausse de la démographie africaine. Et puis, on voit une instabilité croissante, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique. Donc il y a des risques de guerre et des flux migratoires concrètement qui vont sans doute s'accroître. Et donc il faut répondre à ces questions. Et selon vous, déjà premièrement, est-ce que les questions des frontières, c'est plutôt une question nationale ou c'est une question européenne? Est-ce que ça doit être traité au niveau européen, donc connaissant les règles du traité de Schengen, ou c'est quelque chose dont le Luxembourg devrait avoir la main? Ce sont des questions qui sont très en fait complexes. Donc il y a beaucoup de différentes réponses là-dessus. Mais en fait, on doit faire la différence un peu. Car par exemple, l'Italie, ils sont à la Méditerranée, donc ils ont un autre problème avec en fait la migration que nous l'avons. Aussi la France, ils ont en fait, ou la Grande-Bretagne, ils ont des différentes aussi positions là-dessus. La Frontex, mais le Frontex ne peut pas faire toutes les choses. Il y a aussi les traités internationaux qu'on doit respecter, et il y a aussi les différents en fait traités. Si on est, par exemple, réfugié et tout ça, donc on doit respecter tout ça. Comme parti, nous sommes, comme je l'ai dit, on l'a dit beaucoup de fois, nous sommes pour le droit d'asile, mais il doit être respecté. Et asile, ça veut dire seulement qu'on a le droit à l'asile seulement pendant un temps. Et lorsqu'il n'y a pas de conflit dans le pays, on devrait, en fait, dans le propre pays, on devrait en fait retourner. En tant que Luxembourg, on a bien vu que cette croissance explosive, elle a notamment aussi importé beaucoup de la criminalité au Luxembourg. Lorsqu'on regarde les nombres que le Luxembourg, donc dans la façon dans laquelle le Luxembourg a grandi avec la population et tout ça, on voit que la criminalité, elle est bien plus haute qu'en fait notre croissance. Donc nous avons le problème que nous avons une criminalité qui vient en fait des autres pays au Luxembourg. Donc ce que nous avons proposé est de faire en fait parfois peut-être des contrôles à notre frontière pour la sécurité en fait des gens qui sont au Luxembourg. Okay. Donc c'est une réponse ambivalente. Donc on respecte les traités européens, mais il y a aussi certains. Okay. C'est seulement des contrôles donc ponctuels. Okay. Et comment jouer entre ces deux impératifs? Il y a un impératif économique. On voit que les populations sont de plus en plus vieillissantes, ce qui fait que pour l'économie, c'est sans doute pas une bonne. C'est sans doute quelque chose qui va la ralentir et qui ne va pas enrichir les individus de la même manière, parce que c'est la croissance en général qui enrichit les individus. Donc comment on trouve cette balance entre régulation de l'immigration et la régulation de l'immigration pour contrôler les flux quand ils sont, selon vous, trop importants ou qui sont trop importants, et cet impératif économique qui est que l'économie doit tourner. On sait qu'il va y avoir, je pense, 30 ou 40% de la population luxembourgeoise qui aura plus de 65 ans, donc qui ne travaillera plus, qui sera à la retraite. Ça pose des questions économiques évidentes. Et une des solutions est évidemment l'immigration. Donc comment on fait pour trouver le juste milieu concernant ces deux impératifs? Le problème au Luxembourg est que, et on l'a vu pendant les années dernières, qu'on est en train de combattre les problèmes qu'on a par cette croissance en fait incontrôlée, avec plus de croissance. Donc ça, c'est le constat de l'ADR, qu'on ne peut pas engager cette croissance incontrôlée. On doit avoir une migration très sélective, où on sait, on veut en fait supporter notre économie, avec le problème du vieillissement. En tant qu'ADR, nous sommes un parti politique qui est pro-nataliste, pro-famille et pro-parents. Et nous avons aussi proposé en fait un modèle, une allocation financière pour les parents pour qu'ils puissent rester avec leurs enfants à la maison jusqu'à les enfants en 12 ans. Donc nous avons l'appelé ADR Elterngeld parce que nous voulons en fait donner le choix aux parents
s'ils veulent envoyer leurs enfants à des institutions, des maisons relais ou à la crèche, ou s'ils veulent rester à la maison avec leurs enfants. Donc, ce que l'État paye pour les différentes institutions, dans ce cas, donc ces moyens financiers, les parents vont les recevoir. Donc, je crois, lorsqu'on donne les parents le choix, on pourrait encourager cette éducation à la maison et même d'avoir, de fonder plus de familles et avoir une politique pronataliste, comme c'est le cas en Hongrie, où lorsqu'on a 4 enfants ou plus, normalement, on ne paye pas de taxes. Okay. Est-ce qu'il faudrait remettre en cause Schengen, le traité de Schengen, qui instaure, en fait, pour expliquer la libre circulation entre tous les Donc, pays. la chose est, on a le droit, comme pays, de faire, en fait, comme j'ai dit, de contrôler les frontières. On doit seulement l'annoncer. On l'a vu aussi, durant le temps de Covid, là, c'était possible de même de contrôler toutes les frontières. Mais moi, je ne crois pas qu'on doit remettre en cause Schengen. Y a-t-il des risques, ou quels sont, selon vous, les risques de l'immigration ? Il y a beaucoup de risques, car on doit avoir une immigration très sélective, ou une immigration où on peut constater que les gens ils font l'effort pour s'intégrer au pays. Car si on ne le fait pas, ça se fera au détriment en fait, de notre prospérité, aussi de notre culture et de notre langue. On voit que le luxembourgeois, les gens parlent de moins en moins luxembourgeois au Luxembourg. Donc lorsqu'on regarde les pourcentages, aussi avec les traditions et tout ça, en fait, toutes les choses, ils deviennent de moins et moins en fait, fréquents. On avait hier, le jour, c'est au Luxembourg, la fête Lichmestar. Et là, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui sont allés avec leur lampion et tout ça, qui ont en fait respecté ces rites. Donc, ça, c'est une chose un peu triste. Donc, on doit avoir une immigration où on sait les gens vont faire l'effort pour s'intégrer. Et la première chose qu'on devrait faire avec le luxembourgeois est de rendre la langue plus visible. Donc, sur les rues et tout ça, peut-être changer les noms des rues qui portent seulement un nom français, ou peut-être aussi donner le choix d'avoir tous les noms au luxembourgeois. Est-ce que l'islam est une menace pour l'Europe ? Ça, c'est une très grande question. Ça dépend. Lorsqu'on parle de l'islam qui est radical, bien sûr. Donc il y a une différence entre islam et islamisme. Bien sûr. Je crois qu'on peut être religieux. On est pour la volonté religieuse. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui sont musulmanes et tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on a des personnes qui sont radicalisées, ça ne dépend pas vraiment de la religion. Et le problème est qu'avec l'islam, on a vu que maintenant, il y avait le problème à Vienne et aussi en Allemagne ou à Paris, que ce sont des cas qui aussi deviennent de plus en plus fréquents, certainement dans cette religion. Donc on doit se poser des questions d'où les gens viennent qui se font radicaliser, où est-ce qu'ils se font radicaliser pour comprendre ce problème sociologiquement et pour pouvoir le combattre de cet islamisme radical. Et est-ce qu'on le fait assez au Luxembourg, par exemple ? Est-ce que vous avez vu certaines traces ou certaines pistes d'islamisme au Luxembourg, d'islam radical ? C'était, je crois, pendant les temps où Charlie Hebdo, cet événement très triste s'est passé. Là, il y avait, je crois, 2 mois après ou 3 mois après, il y avait les services secrets et tout ça au Luxembourg qui ont, bien sûr, qui ont fait en fait beaucoup d'analyses et un peu de travail pour voir s'il y a en fait cet islamisme radical au Luxembourg. Et je crois qu'il y avait un prêtre ou comme ça, ou un imam qui était très radical et on l'a trouvé. Bon. Ok, très bien. On va passer à un deuxième enjeu qui est fondamental pour l'avenir de l'Europe. C'est ce qu'on appelle l'enjeu diplomatico-militaire. On l'a nommé comme ça. Et par rapport à cela, on a tiré en tant que média plusieurs conclusions. 2 conclusions principales. La première, c'est que militairement et diplomatiquement, l'Europe était de plus en plus faible. Militairement, car l'Europe, les pays européens n'ont pas la capacité de se défendre
Par exemple, il y a des rapports du Sénat français qui ont montré que la France, très très rapidement, n'aurait plus de munitions. L'Allemagne, qui est la troisième puissance économique mondiale, n'a pas eu, jusqu'à très récemment, de gros investissements et une armée compétente. Et deuxièmement, on voit diplomatiquement, et ça c'est concernant ce qu'on voit par exemple en Israël ou aussi ce qu'on voit en Ukraine, c'est que l'Europe ne se fait plus entendre. On voit que l'Europe est de plus en plus isolée, que le Brésil, les pays d'Amérique du Sud, l'Afrique rejettent de plus en plus l'Europe, et donc la place de l'Europe est remise en cause. Donc, le statut de l'Europe dans le monde est remis en cause. L'Europe a dominé le monde pendant plusieurs siècles, et là on voit que cette position est en train d'être remise en cause, et c'est un des rôles des politiciens de répondre à cela. Et la première question, c'est concernant l'Union européenne, donc avec cet ensemble de 27 pays, est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir des positions diplomatiques communes et qui se tiennent? Car là, par exemple, concernant le conflit israélo-palestinien, et c'est noté dans les traités, il faut un minimum, un certain consensus dans les positions diplomatiques, mais finalement, à l'ONU, les pays européens, certains ont voté contre, certains votent pour certaines résolutions, certains s'abstiennent vis-à-vis de certaines résolutions. Donc on voit réellement qu'il n'y a pas une réelle cohérence diplomatique. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir des positions communes européennes en ce qui concerne les questions diplomatiques ou les grandes crises du monde? Waouh, cette question, elle était très, avec beaucoup d'accent. Donc vraiment, je crois qu'on doit faire plus de débats. Car c'est ça qui fait que lorsqu'on a des pays avec des différentes positions, on peut aussi les comprendre. On avait maintenant récemment le problème, on avait en fait ce défi avec l'Hongrie, donc l'Union européenne l'avait en fait pour qu'ils puissent en fait s'engager pour donner plus d'argent à l'Ukraine. Et moi personnellement, c'est cette vérité très triste. On a maintenant une guerre sur le terrain européen. C'est en fait la Russie qui a invadé en fait l'Ukraine. Et en tant que parti ADR, et aussi moi personnellement, je crois qu'on doit toujours essayer de négocier des positions. Et là, on a vu pendant ce conflit, il y avait beaucoup de négociations. Je me souviens en 2022, il y avait eu une négociation en Istanbul. Et là, dans le dernier moment, Boris Johnson est rentré. Donc, nous avons eu cette en fait, force externe qui a dit à l'Ukraine, vous devez vous défendre, vous devez attaquer, et on va vous donner des moyens militaires et tout ça. Et là, les négociations ont fini. Donc, ça, c'était aussi quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment compris et que je ne supporte pas vraiment. Sur l'autre côté, vous avez dit que l'Europe, elle devient l'Union européenne militairement, diplomatiquement, mais aussi démographiquement plus faible. Ça, c'est une vérité. Et on devrait en fait faire quelque chose contre cette stagnation. Et nous croyons que, premièrement, dès le premier moment entre la Russie et l'Ukraine, nous avons aussi dit en tant que parti qu'on doit faire des négociations, on a besoin de la paix. Car moi, je ne crois pas qu'on peut avoir, comme Ronald Reagan l'a dit, peace through strength. Je ne crois pas que l'Europe a les moyens militaires d'avoir quelque chose comme ça. Et moi, je crois aussi qu'on doit rester très diplomatique et n'engager pas dans des guerres ou dans des conflits comme ça, car on a toujours des morts. Donc, vous avez bien raison, c'est très important de négocier, de parler en tant que l'Union européenne, mais moi, je crois qu'il y a aussi beaucoup des positions que l'Union européenne a prises qui étaient aussi sous influence américaine. Donc là, on a encore une fois un grand conflit. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on devrait, dans toutes les grandes questions, avoir une voie commune. C'est bien d'avoir, en fait, aussi des aspects différents, car beaucoup de fois, on voit que ce sont les gens qui polarisent un peu, qui, à la fin, avaient raison. Ok. En ce qui concerne, vous avez cité la Hongrie, il y a une règle plutôt importante en politique étrangère européenne, c'est le droit de veto. Et ce qui a fait que la Hongrie, jusqu'à très tard, a pu, d'une certaine manière, si on peut le dire de cette manière, bloquer l'aide à l'Ukraine. Est-ce que vous êtes favorable à la remise en cause de ce droit de veto qui fait que si un pays dit non,
les 27 pays sont engagés. Non, nous sommes toujours pour en fait, le droit de veto, nous sommes aussi pour l'unanimité des voix sur ces positions, car ça c'était en fait écrit dans les traités pour en fait aussi défendre les différents intérêts des pays qui vont entrer dans l'Union européenne. Ok. On sait qu'il y a un ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, qui a dit qu'il faudrait se préparer pour une guerre totale dans un délai de 5 à 8 ans contre la Russie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire militairement pour nous préparer ? En tant que politicien, c'est un défi qui ne se pose plus en réalité, car l'Europe est en paix depuis 70 ans. Et là, on voit concrètement que certains ministres, même suédois, finlandais, commencent à s'alerter de la menace russe. Comment un politicien ou comment un parti luxembourgeois doit envisager ou gérer ces questions-là ? Donc, comme j'ai dit, nous sommes toujours pour des solutions diplomatiques dans ces cas-là. Moi, je ne crois pas que lorsqu'on essaye de bâtir, de construire une grande armée en Europe, que ça va apporter grand-chose. Car maintenant, comme vous l'avez dit, nous sommes devenus bien plus faibles, donc militairement, démographiquement aussi, politiquement. Et toute cette politique, dès que la Russie a agressé l'Ukraine, on n'a pas eu en fait des succès. Car ce qui s'est passé est que maintenant, nous avons en fait cette grande groupe des pays BRICS, comme la Russie, l'Inde, la Chine, et maintenant ils sont aussi en train de développer peut-être une monnaie commune. Donc ça sera en fait le désastre aussi pour les États-Unis, car ils vont donc aussi un peu déstabiliser le dollar, et après peut-être aussi l'euro. Donc je crois qu'on doit vraiment rester... on doit faire plus d'attention, et militairement, je ne crois pas qu'on aurait beaucoup de chance, car beaucoup des gens, ça c'était lorsque ce conflit a commencé, ils ont cru que l'Ukraine, elle pourra se défendre. Mais pour moi, la question principale était toujours, donc lorsqu'on veut que la Russie perd, c'est comment ? Donc Poutine, il va être tué, et après... Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment là un plan qui était bien réfléchi. Et maintenant, on est encore toujours dans ce conflit. Et là, il y avait encore plus de morts. On a détruit beaucoup des villages en Ukraine. Donc ça devient de plus en plus terrible. Donc moi, je crois qu'on doit faire les plus grands efforts pour rendre les grands partis à la table. Comme vous avez dit, maintenant, on a aussi peut-être le problème avec l'Iran, qu'ils ont en fait aussi des grands, des missiles. Donc, on devrait peut-être là installer des grands centres antimissiles ou des machines antimissiles. Donc, ça, c'est une politique que je supporte, une politique de défense pour se défendre. Mais moi, je ne crois pas qu'on peut militairement avoir des moyens pour pouvoir en fait... dire aux autres qu'ils doivent en fait, qu'ils ne devraient pas nous attaquer, car en fait la seule chose qu'on peut faire est nous défendre. Ok. On sait qu'il y a actuellement, ces 10-15 dernières années, la Chine qui prend réellement une certaine force, et on voit qu'il y a presque un conflit qui se défile. On voit que Obama, Trump aussi, et maintenant même aussi Joe Biden, parle de plus en plus de la Chine. L'axe du monde est passé de l'Europe à la Chine. Comment l'Europe devrait se comporter vis-à-vis de potentiellement une guerre annoncée qui est Taïwan ? Est-ce qu'on doit soutenir la Chine, qui est un grand partenaire économique ? Est-ce qu'on doit soutenir les États-Unis, qui est un allié historique ? Comment est-ce que l'Europe devrait se positionner vis-à-vis de ce conflit et de cette rivalité qui potentiellement arrive dans la scène internationale, ou qui est même assez présente, vu qu'il y a presque une guerre commerciale actuellement, qui a été débutée par Trump, mais qui a été continuée par Joe Biden réellement. Donc comment on se positionne vis-à-vis de ces deux puissances qui sont de plus en plus hostiles entre elles ? Là, il y a beaucoup de critères, notamment il y a le critère économique, car la Chine, elle fait des efforts qui sont très... En fait, ils ont beaucoup de succès aussi sur les marchés technologiques et sur les marchés économiques. Donc moi, je crois qu'on doit, bien sûr, faire une diversification de notre économie. On doit, bien sûr, plus investir dans l'intelligence artificielle qui
à mon avis, va avoir encore beaucoup des conséquences dans le temps prochain, notamment car en Chine, on ne respecte pas les droits d'homme. Donc là, ils peuvent en fait faire bien plus en fait, des expériments avec l'intelligence artificielle qu'on peut faire ici. Nous sommes en Europe, nous avons voté une loi pour régulariser l'intelligence artificielle et donc moi j'espère, donc ce que je veux et que ça sera le standard en fait mondial pour que la Chine ne puisse pas en fait utiliser l'intelligence artificielle dans une telle façon qu'on n'aura pas en fait vraiment une guerre militaire ou Taïwan avec la Chine, mais en fait une guerre virtuelle. Et donc là, lorsqu'ils auront en fait l'accès sur nos technologies, on aura un très très grand problème. Donc économiquement et militairement, on a donc perdu. Donc c'est pourquoi, moi je crois, comme toujours, on doit avoir des solutions diplomatiques. Nous avons une grande en fait, histoire aussi, par exemple, avec la Chine, mais aussi avec la Russie, au Luxembourg, on sait, avec avec la place financière et tout ça. On a reçu beaucoup d'investissements de ces parts. Donc en tant que pays comme Luxembourg, on devrait être intéressé de rester en fait le plus neutre possible ou de devenir une place où on peut discuter avec les différentes parties et où on peut peut-être influencer la Chine en fait d'arrêter de menacer le Taïwan. Donc moi je crois que ça c'est la solution qui je me souhaite et que l'Europe aussi devrait faire. Donc désigner un pays qui va donc être entre les deux puissances pour négocier. Ok. On va passer à la troisième problématique. C'est la question existentielle. C'est une question parfois un peu abstraite, mais elle vise à répondre à deux questions finalement. Quelle Europe on veut et qu'est-ce que l'Europe ? Et c'est une question que souvent les citoyens se posent. Ils ne savent pas exactement si c'est plutôt une Europe fédéraliste vers laquelle on se tourne, si c'est vers une Europe des nations, si c'est une Europe plus politique, plus économique. Et donc, en tant que parti, vous devez vous positionner vis-à-vis des questions européennes. Quelle est l'Europe ? Quelles sont les valeurs de l'Europe ? Même c'est une question identitaire, presque. Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce que l'Europe pour l'ADR ? Ça, c'est une bonne question, car en fait, l'Europe, c'est quoi l'Europe ? Ce sont quoi les valeurs de l'Europe ? C'est très difficile à définir, car lorsqu'on va à l'Est, on a une différente Europe. Lorsqu'on va à l'Ouest, on a encore une fois une différente Europe. On peut dire qu'à l'Est, on a une Europe un peu plus conservatrice, notamment dans la politique familiale et tout ça. Et à l'Ouest, on a en fait des différents aspects sur la famille. Et on a aussi on est plus libéral sur les thèmes de LGBTQ et tous ces thèmes. Donc pour l'ADR, c'est très important que cette diversité qu'on a en Europe, qu'elle soit bien présente et qu'elle se montre. Donc ça, c'est très important. Et aussi, on veut une Europe où tous les pays soient en fait le plus souverains possible. Bien sûr, on supporte l'Union européenne, mais on veut seulement que l'Union européenne ait en fait crée cette relation économique pour faciliter en fait le marché libre et tout ça. Je ne crois pas que l'Union européenne doit se politiser. Et pour moi, c'est en fait, comme je l'ai dit en fait lorsqu'on a commencé cet entretien, c'est aux gens, au peuple de ces pays souverains de décider quel pays ils veulent. Donc pour moi, il n'y a pas cette Europe qui est définie par un mot. Lorsqu'on a une Europe libérale, on peut aussi parler, lorsque vous parlez une Europe, lorsque vous dites est-ce que je veux une Europe libérale, donc lorsqu'on parle de la liberté d'expression et tout ça, bien sûr. Lorsqu'on parle maintenant d'une Europe libérale qui dit qu'elle est libérale, mais elle n'est pas vraiment libérale, où on a cette political correctness et tout ça, qui en fait est seulement une autre discrimination par rapport aux gens qui ont une différente vision qu'on voit en fait sur les mainstream media, je ne la supporte pas. Donc là, ça dépend. Ok. Une aussi des crises existentielles de l'Europe, c'est son efficacité. On dit souvent que l'Europe n'est pas assez efficace. Comment on fait pour rendre l'Europe plus efficace ? Pour les citoyens notamment, mais en général, on dit souvent l'Europe, c'est complexe, les institutions, elles sont complexes, les décisions, elles sont difficiles à prendre. Comment on fait pour que l'Europe soit plus vivable, plus fluide réellement ?
En tant que parti, nous sommes toujours favorables pour les référendums. Moi, je crois que sur les grandes questions, comme par exemple l'énergie nucléaire ou maintenant sur les voitures électriques et tout ça, qui vont avoir une grande influence sur toute l'Europe, on devrait faire peut-être un référendum européen où les différents pays vont en fait faire le mieux pour faire un référendum national et après on va prendre tous les votes et après voir ce qu'on trouve. Donc je crois que par des référendums où les gens peuvent choisir quelle en fait Europe ils veulent ou quelle directive de l'Union européenne ils acceptent vraiment, on pourrait faire grand-chose. Mais notamment nous avons avec l'Union européenne, nous avons beaucoup d'institutions. Il y a, je crois, tous les 5 ou 6 années, ils inventent de nouvelles institutions. Et je crois qu'il y a beaucoup des institutions dont on n'a pas besoin et on devait en fait écraser celles-ci. Ok, donc une question aussi qui se pose à l'existence de l'Europe, c'est le fait que l'Europe a été dominée ces 70-75 dernières années par deux courants, la démocratie chrétienne, donc la droite traditionnelle, et la social-démocratie, la gauche traditionnelle. Là, on voit que les partis de plus en plus à droite, ou les partis de droite nationale, comme on les appelle, sont ou pourraient être de plus en plus importants au Parlement européen. De quel œil voyez-vous cette montée des partis de droite et de la droite nationale? Et aussi, quelles sont les conséquences vis-à-vis de l'Europe? Comment est-ce que l'Europe va changer? Voilà. Quelles sont les conséquences de cette hausse de partis comme en France, le RN? On voit aussi qu'en Allemagne, l'AfD est de plus en plus importante. On voit qu'aux Pays-Bas, le parti de Geert Wilders est de plus en plus a gagné les élections. On va voir s'il il devient Premier ministre. Comment voyez-vous l'Europe? Comment va se transformer l'Europe vis-à-vis de ce changement de donne électorale très important en réalité, car deux familles politiques ont monopolisé la vie européenne pendant presque 70 ans. Donc je crois qu'il y a certaines thématiques que les partis conservateurs et aussi les partis de droite en commun, et c'est notamment aussi la politique sur l'immigration. Donc là, moi j'espère que beaucoup de choses vont changer. J'espère qu'on aura en fait une Frontex qui aura plus de moyens pour en fait défendre l'Europe contre des invasions, des en fait migrants illégaux. Donc pour moi, ça c'est une chose très importante, mais notamment aussi pour l'identité européenne, car lorsqu'on a une invasion des peuples, comme on l'a vu en novembre à Lampedusa, où on avait 10 000 en fait, des migrants illégaux qui sont arrivés par bateau sur une île qui a notamment 8 000 habitants. Là, on parle vraiment d'une invasion et comment est-ce qu'on peut en fait vivre dans ces conditions. Ça, c'est en fait une question qu'on devrait bien répondre. Donc, je crois que sur l'immigration, on a un peu plus, ça va changer beaucoup. Je crois que lorsqu'en 2015, Angela Merkel elle a dit que tout le monde peut venir en Allemagne et on aura du travail pour ces gens, ben là, lorsqu'on regarde les résultats, c'était en fait un grand mensonge. Car maintenant, on avait, je crois, plus de 10 000 des gens qui sont venus d'Afrique et d'Arabie, donc dès 2015. Et beaucoup de ces gens qui, en fait, ne correspondent pas à la Convention de Genève et tout ça, donc il y en avait aussi beaucoup, ils ne sont pas rentrés même s'ils le devaient. Donc là, on a aussi le problème avec le travail. Donc je crois que lorsqu'on a une Europe plus conservatrice, on fera aussi plus la politique pour les citoyens européens, dans ce cas. Là, sur les autres questions, on a notamment sur voilà, le problème médical, donc la santé et tout ça, on l'a vu avec Covid. Là, il y avait aussi une politique qui ne rend pas tous les gens contents, notamment aussi les partis conservateurs ou de droite, qui ont en fait questionné beaucoup des choix avec le vaccin et comment ça s'est passé que d'un moment à l'autre, tous les pays voulaient en fait d'Europe voulaient vacciner leur peuple. Donc là, je crois qu'on aurait une politique européenne qui sera pas si fédéraliste
qu'on l'avait maintenant. Et je crois aussi que sur les grandes questions, comme vous l'avez dit, la Russie avec l'Ukraine et tout ça, on va essayer de trouver des solutions plus diplomatiques. Et je ne crois pas qu'on va investir si beaucoup dans une armée. On va essayer de rester le plus neutre possible. Ok. On sait que Luxembourg, un des facteurs de l'influence du Luxembourg ou du rayonnement luxembourgeois dans le monde, c'est l'Union européenne. Et vous êtes dans un groupement de partis, l'ECR, comme on a dit, European Conservative Parties ou Reformist, et qui avait notamment les conservateurs anglais, qui eux sont sortis de l'Union européenne. Donc, un parti de droite nationale est censé défendre les intérêts de son pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en étant dans un groupe avec des partis qui sont sortis de l'Union européenne et qui de facto ont peut-être affaibli l'Union européenne, est-ce qu'en affaiblissant l'Union européenne, on n'affaiblit pas directement le Luxembourg ? Bien sûr, car le Luxembourg il est dépendant de l'Union européenne. On a ici la Cour de la justice européenne et tout ça, donc on a des institutions très importantes pour le fonctionnement de l'Union européenne. Et bien sûr, on profite aussi des investissements et on a fait beaucoup pour qu'on puisse développer notre place financière et on l'a fait à l'aide de l'Union européenne. Ça c'est vrai et c'est aussi une chose que l'ADR supporte. Maintenant, avec l'ECR, vous savez, comme je l'ai dit, il y a des choses qu'on a en commun, comme la politique migratoire, et où on dit qu'on veut que la souveraineté, elle reste, en fait, elle soit en fait réinstallée dans les différents pays. Mais il y a bien sûr aussi des mouvements ou des stratégies politiques de ces certains pays dans leur propre pays où on ne le fera pas au Luxembourg. Donc ça dépend toujours du point de vue. Mais voilà. Ok, parfait. On va passer au deuxième, ça va être le deuxième dernier, on va être dans les derniers grondements, c'est l'écologie. C'est un défi mondial, notamment qui, en général, tient beaucoup à cœur les jeunes. C'est un défi mondial. On sait, selon infogreen.lu, que le réchauffement climatique en 2050 va avoir certaines conséquences très particulières au Luxembourg, notamment l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. On sait qu'il y a des risques de sécheresse, ou même actuellement, on a vu des problèmes avec l'eau potable au Luxembourg. Et on sait aussi que le Luxembourg est un des pays où les Luxembourgeois sont les consommateurs ou les citoyens qui polluent le plus en Europe. Donc on a cette statistique qui dit que c'est 20,3 tonnes, 20,3 kilos de tonnes de CO2 qui vont directement dans l'atmosphère, et c'est juste derrière l'Irlande qui est à 12,9. Donc le Luxembourg est vraiment très au-dessus. Première question, est-ce que vous pensez que la question écologique est une question nationale ou une question à traiter au niveau européen ? En fait, le réchauffement climatique, ce n'est ni un problème européen, ni un problème national, c'est un problème global. Donc là, on doit être aussi réaliste et regarder, en fait, en tant que monde, en tant que planète, qui sont les plus grands pollueurs. Et donc, dans cette façon, nous, comme ADR, nous avons proposé, car nous avons vraiment des problèmes avec l'augmentation du pourcentage de CO2, car ce qu'on fait, c'est en fait un expériment qui est très dangereux, car on prend en fait le CO2 qui est dans notre Terre et on le propage vers l'atmosphère. Exactement. Donc, on ne sait pas ce que seront les différentes conséquences de cet expériment. Donc, on doit bien sûr avoir des technologies qui nous aident à en fait réduire ce pourcentage de CO2, mais on doit le faire aussi sur le niveau où ça fera le plus grand, où on aura vraiment un grand résultat. Donc, ce que nous avons proposé en tant qu'ADR, c'est pas comme le gouvernement l'a fait en achetant des certificats CO2 dans des différents pays, car ça n'importe rien vraiment au niveau CO2 global, mais de faire des investissements dans les centres énergétiques qui fonctionnent avec le charbon, par exemple en Inde, et de les moderniser, et pour y aussi installer des filtres et tout ça, les plus modernes, pour qu'ils puissent fonctionner, mais pour qu'ils polluent moins. Et là, on doit aussi, bien sûr, attendre les différents développements
technologiques, surtout dans l'endroit du nucléaire et tout ça. Mais aussi, en tant que pays luxembourgeois, on devrait aussi faire tout pour que le monde puisse prendre plus le transport public. Mais le transport public, il ne fonctionne pas vraiment bien au Luxembourg, ça c'est une vérité. Et le problème est que nous avons aussi une infrastructure un peu plus compliquée. Donc, moi, je ne crois pas qu'on peut faire grand-chose contre le réchauffement climatique lorsqu'on va diaboliser les individus qui prennent tous les jours les voitures, car c'est une nécessité au Luxembourg. Mais moi, je crois vraiment qu'on devrait avoir plus de possibilités pour les transports publics et on devrait aussi se nourrir localement et on doit aussi être pour une politique énergétique locale. Donc des courts chemins. Des courts circuits, oui. Okay. Exactement. Est-ce que vous êtes favorable à la taxe carbone, par exemple? Non. Et au nucléaire? À l'énergie nucléaire, est-ce que vous seriez favorable à l'installation de centrales nucléaires au Luxembourg ou à l'importation directe d'énergie nucléaire venant de réseaux comme par exemple le réseau français? Non, bien sûr, nous sommes favorables à l'importation de l'énergie nucléaire ici. Il y a aussi toujours cette question mais qu'est-ce qu'on fait avec les déchets nucléaires, même si on l'importe. Donc on n'est pas vraiment favorable pour installer maintenant un centre nucléaire au Luxembourg. Mais on est pour l'importation de cette énergie qui fonctionne, car le nucléaire, ce n'est pas une forme d'énergie volatile. Vous savez, nous avons les énergies renouvelables qui sont volatiles, donc ils dépendent du temps, si on a beaucoup du soleil, si on a du vent et tout ça. Et donc, je ne crois pas que c'est la meilleure solution. Avec le nucléaire, on parle toujours, oui, mais on a beaucoup de déchets, mais on sait qu'on a des générateurs qui puissent utiliser en fait ces déchets nucléaire pour, encore une fois, produire de l'énergie. Donc là, je ne vois pas des problèmes moraux, environnementaux ou éthiques. Ok. Le dernier enjeu qu'on va aborder avant les 3 questions cruciales, c'est l'enjeu technologico-industriel. On sait qu'on est battu par la Chine et par les États-Unis. Comment on fait pour que, vous l'avez notamment évoqué, l'Europe souvent régule, elle veut mettre des lois, mais c'est jamais elle qui crée. Comment on fait pour que l'Europe soit de nouveau cette force créatrice comme elle l'a été, notamment avec la révolution industrielle, les Anglais M. Watt qui avait développé le chemin de fer, etc. Donc, comment on fait pour que l'Europe redevienne une puissance technologique importante? Bien sûr, on doit investir dans les différentes technologies, on doit faire une diversification de nos investissements, on ne peut pas diaboliser certaines technologies à cause de la politique, ce qui est un peu le cas, notamment avec le nucléaire et tout ça. Mais on doit aussi faire des grandes investissements dans l'éducation. Le problème est que, donc avec les États-Unis et la Chine, vous avez dit qu'ils inventent et après l'Europe réglemente, oui, il y a beaucoup de réglementations que nous supportons, car beaucoup de monde croit que nous voulons en fait, donc déconstruire toutes les réglementations. Non, nous voulons en fait que certaines réglementations qui font qu'on a beaucoup plus besoin de temps pour faire un start-up ou des choses comme ça, qu'ils soient en fait effacées. Ce sont seulement les certaines régulations. Donc on doit avoir une coopération plus directe. Et je crois aussi, lorsqu'on va ouvrir plus de centres de recherche en commun, qu'on aura en fait des possibilités de faire des bons développements dans ce domaine. Le problème est aussi, et ça c'est un peu contradictoire. Oui, un peu contradictoire, exactement. C'est que nous avons aussi beaucoup des nations, ils veulent aussi être le premier. Donc, ce n'est pas toujours assez simple d'avoir des centres d'études communs, car bien sûr, lorsqu'on a une personne de France qui va inventer quelque chose, elle veut faire tout pour que cette invention soit en fait leur propre. Donc, dans ce cas-là, il y a toujours cette concurrence et dans ce cas, les États-Unis et la Chine, ils ont en fait bien plus de possibilités car il n'y a pas cette concurrence nationale. Donc, dans ce cas-là, peut-être on devrait coopérer mieux en tant qu'Europe. Ok.
Est-ce que vous pensez que la réindustrialisation serait une bonne chose, qu'il faut plus d'industrie en Europe? Le problème est que maintenant, on a une politique de décarbonisation qui a comme résultat la désindustrialisation en Europe. Notamment, on est en train de en fait, effacer tous nos progrès avec les différents moteurs voilà, qui marchent avec du carburant et tout ça à cause d'une idéologie verte et gauche. Donc, car nous savons qu'en Europe, il y a beaucoup de différentes entreprises, mais comme par exemple comme BMW, ils ont vraiment fait beaucoup de développements technologiques qu'on utilise sur toute la planète dans ce genre, dans le domaine des moteurs qui marchent avec du carburant. Là, on est en train comme je l'ai dit, de l'effacer. Et donc, je crois qu'on doit seulement peut-être pas réindustrialiser tout, car c'est un peu difficile, mais on doit faire des baby steps où on aussi se modernise. Donc, on ne peut pas utiliser la même technologie qu'on a utilisée il y a 50 ans. Je ne crois pas que ça va marcher si on va installer beaucoup des centres énergétiques de charbon. Je ne crois pas que ça, c'est le bon chemin. Je crois que le bon chemin est de voir les nouvelles technologies, l'hydrogène ou l'énergie nucléaire, et faire dans ces domaines qui sont aussi économiquement très intéressants, des développements. Ok. On va passer aux 3 questions cruciales. Donc, quelle est l'Europe que vous souhaitez, ou quelle est l'Europe que vous voyez si les partis conservateurs sont au pouvoir? Dans 15 ans, quelle sera votre Europe? Donc, ça sera une Europe qui va en fait qui va en fait fonctionner comme négociateur entre la Russie et l'Ukraine. Je veux que ce conflit, et je crois que tout le monde le souhaite, soit terminé le plus vite possible. Et c'est une Europe qui va aussi, bien sûr, aider économiquement aux pays qui sont en train de se développer de plus en plus, comme par exemple la Roumanie. Donc c'est une Europe qui technologiquement va être sur la première place. Mais je ne sais pas si 15 ans, ça va que c'est assez pour faire ce genre de développement. Ok. Si vous croisez dans la rue un luxembourgeois et vous devez le convaincre qu'il faut voter pour ADR en 1 minute, en français ou en luxembourgeois, directement à la caméra, vous lui dites quoi? À cet électeur jeune luxembourgeois, il faut le convaincre qu'il faut voter pour ADR parce que c'est le meilleur parti pour les élections européennes. On leur dit quoi? Vous leur dites quoi? Donc, si vous ne voulez pas avoir beaucoup de choses à dire, si vous voulez une politique qui va vous interdire d'utiliser votre voiture qui marche avec du carburant, si vous voulez une Europe idéologique, fédéraliste, qui ne va pas respecter les différentes opinions, donc votez tous les autres partis. Si vous ne le voulez pas, votez ADR. Ok, c'est simple. Et la dernière question qu'on va vous poser, quelle sera, ou ce n'est pas encore annoncé, mais quelle sera probablement, selon vous, la tête de liste de ADR, du parti ADR? Est-ce que vous avez déjà une tête de liste qui a été programmée? Oui, bien sûr, ça sera Dr Fernand Kartheiser. Ok, bon. Merci en tout cas pour votre temps. C'est très bien. J'espère que les électeurs sont de mieux en mieux informés vis-à-vis du parti ADR. Et voilà, parfait. Merci. Parfait. Bon. Très bien. Merci.